Cette Emmanuel. conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, bonjour à tous. Donc tout d'abord, je voulais remercier l'organisation de Presidium en fait pour nous avoir invités avec Monsieur Bonny à présenter ce webinaire. Donc je vais commencer. Donc je m'appelle Marc Dumas. Donc je suis chercheur au CNRS, à Égide, qui pilote Presidium. Et j'ai également en fait une chaire de médecine des systèmes à Imperial College. Donc pour aujourd'hui, mon expertise, c'est le métabolome. Et en fait, on va s'intéresser plus particulièrement, en ce qui concerne bien évidemment mon intervention, sur les produits métaboliques du métabolome, donc les métabolites produits par le métabolome. Et donc, en fait, avec ce titre un petit peu accrocheur, donc en fait, s'agit-il du nouvel Eldorado? Donc, avant de se poser ces questions-là, on a d'autres questions beaucoup plus métaphysiques concernant sur la part d'humanité qu'il y a en chacun de nous. Donc, si on considère cela d'un point de vue purement génétique, donc on part à peu près de 20 000 gènes humains qui ont été très bien documentés. Et d'ailleurs, Égide et l'unité ont déjà très bien démontré comment en fait ces gènes pouvaient déterminer le métabolisme chez l'homme. Mais on est vraiment complètement débordé par la quantité de gènes microbiens. Donc, on a entre 10 et 20 millions de gènes en fonction des catalogues. Donc, on a entre 500 et 1000 fois plus de gènes microbiens. Donc, bien évidemment, ces gènes-là vont correspondre à des fonctions, tout un nombre de fonctions que nous n'avons pas en tant qu'humains et qui ont en fait été, déléguées au microbiome ou qui ont été adoptées par le microbiome. Et donc, justement, on va s'intéresser à comment peut-on harnacher ces fonctionnalités. Donc, on va commencer un petit peu par les bonnes feuilles. Donc, c'est un petit peu les activités de ce que nous avons fait au cours des 15 dernières années dans le cercle du microbiome. Il faut savoir qu'on est un petit peu tombé dedans par hasard, un petit peu comme Obélix. C'est une histoire de sérendipité, c'est la chance qui fait bien les choses. On trouvait beaucoup de molécules associées aux signatures on va dire, aux signatures métaboliques du diabète et de la maladie du foie gras. Et finalement, on s'est rendu compte que beaucoup de ces molécules-là étaient des molécules microbiennes, et ce qui nous a permis en fait de mettre un pied dans ce domaine. Donc mon intégration en fait à Égide, on a commencé en fait il y a 1 an et demi avec une bourse ici Accueil de talent qui a permis en fait de monter qui a vraiment permis de monter le groupe. Donc j'étais réintégré au CNRS. Copt et Work Package Leader dans Presidium, on va y revenir tout à l'heure, et on a commencé à lancer les recrutements, les achats de spectromètres, et on a en fait un élargissement en fait avec Imperial, avec un laboratoire associé international. Donc c'est un projet multidisciplinaire, très clairement, avec en synergie entre l'accueil de talent et Presidium. On va revenir un petit peu sur ça dans quelques instants sur certains des slides. Et finalement, le profil de l'équipe, donc c'est une équipe très multidisciplinaire. Donc on a des chimistes analystes en spectrométrie de masse, on a des chimio-informaticiens, des bioinformaticiens qui font de la métagénomie computationnelle et des biologistes qui s'occupent bien évidemment de nos modèles expérimentaux et précliniques. Donc, à quoi cela sert-il? Bon, très clairement, il y a une perte de la richesse génétique du microbiome quand on prend du poids. Donc, a priori, quand on a des personnes qui ont un poids normal, on a entre 6 et 700 000 gènes dans nos intestins, gènes microbiens, bien évidemment. Et quand on perd du poids, on se rend compte qu'en fait, cela se casse la figure. Donc, bien évidemment, on va perdre des fonctions, bénéfiques que l'on va chercher, qui vont être remplacées malheureusement par des fonctions qui sont un petit peu moins. Donc, ce que l'on va faire, on va s'intéresser, bon, bien évidemment, j'imagine que vous connaissez déjà le coût en santé publique du diabète et de l'obésité, donc 1,9 milliard de personnes en surpoids ou obèses, 422 millions de personnes avec un diabète et plus de 1 milliard de personnes avec des maladies cardio-métaboliques. Et bien évidemment, c'est le microbiome qui constitue
à mon sens, un des réservoirs de fonctions et de découvertes qu'il faut explorer. Les thématiques du moment, c'est bien évidemment, bon, depuis 15 ans, tout le monde se rend compte que le microbiome est important, mais maintenant, un petit peu, faut essayer de dépatouiller un petit peu tout ça, voir ce qui correspond aux facteurs de risque et bouger, progresser d'une association vers des mécanismes causaux. Donc, je ne serais pas un bon biochimiste si je ne vous disais pas que les messagers sont bien évidemment des molécules actives qui sont forcément des métabolites et qui passent donc un petit peu l'information du microbiote vers l'hôte, et ce qui permet de modifier la physiologie de l'hôte. Donc, en tout début, comme je vous disais, on est tombé dedans un petit peu par hasard, donc c'était il y a une quinzaine d'années. On se rendait compte que les métabolites microbiens contribuaient énormément à un phénotype de foie gras et d'insulinorésistance chez la souris. Ça a bien évidemment été repris d'ailleurs par plusieurs groupes, donc notamment des groupes français, donc le groupe de Philippe Girard à l'INRAE, et bien évidemment chez l'homme. Donc il y avait un papier de Steve Zizon, qui était en fait Monsieur Collin, et également d'autres papiers plus récents de Rohit Lumba, qui est un hépatologue, et bien évidemment de nos amis de Métaït, qu'on connaît bien, donc Duško Ehrlich et Oluf Petersen, qui avaient montré que ça s'appliquait également chez l'homme. Donc l'histoire sur laquelle on était tombé, très simplement, on va faire rapidement. On s'était rendu compte que sur des souris, dans un plan expérimental avec des souris sensibles à l'insuline ou résistantes à l'insuline en régime gras, donc on avait deux régimes, un régime gras et un régime à base de carbohydrates, et on s'est rendu compte que tout se tournait autour du métabolisme de la choline. Donc en fait, les souris en régime contrôle, la choline servait à la voie d'oxydation de la bétaïne. Ensuite, en régime gras, on pompait en fait le pool de phosphatidylcholine. Et on s'est rendu compte que les souris insulino-résistantes, les 129, donc là on voit bien le foie avec les vacuoles qui sont pleines d'acide gras, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une production de TMA, TMAO et DMA, donc les méthylamines, qui sont en fait exclusivement produits par le microbiome dans ces souris en régime gras. Donc à l'époque, on n'avait pas d'autre explication que la choline en fait permet d'inhiber la maladie du foie gras, la stéatose hépatique, et donc en fait, on s'est rendu compte que le microbiome était en train de consommer la choline avant qu'elle puisse être biodisponible pour l'organisme. Donc depuis, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu les papiers de Stan Hazen, qui a pris en fait ce pathway, cette voie métabolique, et l'a développé dans un contexte de cardiologie, notamment avec le TMAO. Mais l'athérosclérose et le diabète et l'insulinorésistance sont vraiment des maladies différentes. Et donc, en fait, on s'est intéressé notamment avec un traitement du TMAO, ce qui a permis d'améliorer l'homéostasie glucidique et la sécrétion d'insuline chez les souris en régime gras, avec un traitement de 6 semaines, avec ou sans TMAO, dans des mini-pompes qui permettent en fait une pharmacologie qui permettent un dosage constant sur 6 semaines. Et à notre surprise, en fait, le TMAO a permis, en fait, en régime gras, là c'est la courbe en rouge, qui a permis en fait de réduire significativement l'intolérance au glucose, donc d'améliorer la tolérance au glucose. On s'en rend bien compte là sur l'air sous la courbe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait notamment, en fait, que c'était par le biais une compensation par une sécrétion d'insuline plus élevée. Le mécanisme, c'est pas nous qui l'avons trouvé, mais c'est notamment Stan Hazen dans d'autres cellules, mais il s'est rendu compte qu'en fait le TMAO permettait une libération du calcium, ce qui, dans notre contexte, en cellule bêta, permet d'avoir on va dire, une sécrétion d'insuline. On a également regardé qu'on avait un petit peu la même chose qui se passait, que ce n'était pas un effet systémique, que ça se passait également dans les îlots isolés. On s'est également intéressé à la rétroconversion de la TMAO en TMA. Donc, on a beaucoup décrit cette voie métabolique choline, TMA, TMAO comme étant exclusivement linéaire, et en fait,
Ça avait été un chercheur en fait d'Imperial College en fait il y a de la fin des années 80, Bob Smith, qui avait à l'époque émis l'hypothèse que le microbiome pouvait rétroconvertir le TMAO en TMA avec des magnétiques tout simples, hein, avec des antibiotiques. Donc nous, ce que l'on a fait là, avec en fait un TMAO et un TMA marqué, notamment en administrant un TMAO marqué, on s'est rendu compte qu'on avait une production de TMA marqué au deutérium, hein, qui disparaissait quand on mettait des antibiotiques. Donc là, très clairement, on se rend bien compte que cette voie métabolique choline, TMA, TMAO n'est pas linéaire, mais en fait peut être considérée comme étant circulaire ou étant en fait beaucoup plus compliquée que ce que l'on imaginait. Et en fait, ces métabolites, en fait, dans lesquels, donc c'était vraiment des travaux qu'on avait fait quand j'étais en postdoc, hein. On s'est rendu compte ensuite que le TMA et TMAO étaient impliqués dans la réponse à Akkermansia mucinifila, donc qui est une bactérie qui a été rendue très populaire par notre ami Patrice Cany et par Willem de Vos. Et donc, on a eu la chance d'être impliqué dans ce papier qui était il y a quelques années maintenant, sur la protéine AMUC 1100. Donc, en fait, c'est une protéine qui est produite par Akkermansia qui stimule TLR2. Et donc, du coup, comme on a cette stimulation de TLR2, que l'on voit bien ici, on a en fait ce qui se passe, on a un mécanisme pro-inflammatoire au niveau de la muqueuse intestinale qui, du tout, permet d'avoir les tight junctions qui se resserrent et qui, ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, permettent d'avoir un effet bénéfique au niveau systémique, notamment en termes de tolérance au glucose. Et donc, ce que Patrice Cany et Willem de Vos avaient fait sur ce papier, qui était très intéressant, c'était justement de pasteuriser Akkermansia. Plutôt que d'utiliser Akkermansia en étant un organisme vivant, ils l'ont pasteurisé. Et nous, on a été impliqués dans la réponse en fait des souris. On a fait en fait un métabolome sur ces souris. On voit bien que quand on a les souris contrôle négatif, c'est positive en fait en régime gras. Et quand on rajoute Akkermansia, on voit qu'il y a une normalisation des profils métaboliques qui sont bien évidemment très significatifs. Et on s'est rendu compte, entre autres, que dans cette signature métabolique par RMN puis par spectrométrie de masse, on avait le TMA et le TMAO qui étaient impliqués dans la réponse au moins urinaire. Donc Patrice Cany et Willem de Vos ont continué sur cette lignée et ils ont en fait ensuite fait une étude clinique chez l'homme, un essai clinique. Donc les premiers résultats ont été sortis dans ce papier-là chez la souris en supplémentaire, mais également le gros des résultats ont été sortis dans ce papier-là quelques années après, en 2019, donc 2 ans après. Et depuis le 1er septembre, en fait, l'EFSA a autorisé Akkermansia mucinifila en étant pasteurisé comme étant un additif alimentaire. Donc nous, entre-temps, on a continué en fait avec un projet européen qui s'appelait Florinache. Et on s'est intéressé normalement à une population à Gérone et à Rome, en Italie et en Espagne, qui était candidat pour une chirurgie bariatrique, mais bon, c'est peut-être moins l'intérêt, mais du coup, on a pu prendre une biopsie du foie et on a fait en fait le métagénome, la transcriptome du foie et le métabolome. Donc, et tout ceci a été complémenté par des analyses sur des modèles précliniques. Donc, comme je vous l'avais montré précédemment, au niveau de l'obésité, hein, c'était les travaux de l'INRAE et de Métaït. On s'est rendu compte également que quand les patients avec une stéatose hépatique, on perdait en richesse de gènes. Donc ce que je vous disais, hein, 600 à 700 000 gènes quand on est en bonne santé, et puis quand on commence à développer une stéatose, ça commence à se casser la figure. C'est pas uniquement la stéatose hépatique, hein, donc là on a vraiment l'hépatose, stéatose hépatique qui est anticorrélée. On se rend compte qu'il y a toute une ribambelle de phénotypes qui sont soit corrélés, soit anticorrélés avec la richesse des gènes. Et quand on s'intéresse aux fonctions qu'il y a dans le microbiome, en ayant fait un métagénome sur 56 patientes, on se rend compte que bien évidemment, bon là il y a on va dire les suspects classiques, hein, le LPS, production de LPS par le microbiome qui est associé à l'hépatose,
biosynthèse des acides aminés gras, des acides aminés branchés, pardon, également associés avec ces phénotypes-là. Donc ça, on connaissait bien. Peptidoglycane, pareil, on connaissait bien. Maintenant, la surprise, ça a été les acides aromatiques, les acides aminés aromatiques, comme le métabolisme de la phénylalanine. Et on va se rendre compte pourquoi c'est important dans les transparents suivants. Donc ici, très clairement, on se rend bien compte que en faisant un métabolome, toute une série de métabolites sont associés à la stéatose hépatique, pardon, notamment les acides gras, les acides aminés branchés, et le phénylacétate, qui en particulier est un métabolite issu de la phénylalanine. Au niveau des gènes, même histoire, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cohérence au niveau des réseaux de gènes avec un réseau autour du récepteur à l'insuline, collagène, etc., un petit peu de signalisation de réponse immunitaire. Et donc, on a été en fait, on nous a un petit peu demandé de mettre toutes ces hypothèses, de les tester. Donc, c'est ce qu'on a fait avec un transfert de flore issu, donc transfert de microbiote issu de patients avec une stéatose chez les souris. Et en moins de 2 semaines, on se rend compte qu'on arrive à moduler la stéatose hépatique chez les souris. D'ailleurs, de manière très intéressante, le métagénome des donneurs était beaucoup plus prédictif de la stéatose quantitative chez les souris qu'en fait le microbiome reconstitué. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup de variations qui entrent en jeu là-dedans, mais de manière très intéressante, le métagénome des donneurs était très, très prédictif. Ce qu'on a montré ensuite, on a montré que le PAA, le phénylacétate, induisait en fait une stéatose également sur les hépatocytes primaires, avec en fait également une réduction de la sensibilité à l'insuline et beaucoup de modifications, on va dire, au niveau de l'expression du gène du récepteur. Donc, on imagine que c'est peut-être un mécanisme de compensation, mais également en termes de réduction de l'expression du gène du transporteur de glucose. Même tableau au niveau des gènes impliqués dans le métabolisme des acides aminés branchés. Donc là, on se rend compte qu'en fait, on a une augmentation de l'expression de certains gènes qui permet d'arriver à en fait une diminution des acides aminés branchés dans le milieu de culture. Donc là, on est circuit fermé. Donc s'il n'y en a plus dans le milieu de culture, c'est que ça a été consommé. Donc on a une augmentation de la consommation des acides aminés branchés et qui du coup se retrouve dans l'accumulation, encore une fois, au niveau du foie, de la stéatose hépatique, ce qu'on a testé chez la souris, et on a également validé qu'on avait moins d'expression d'isoleucine chez ces souris. Donc Nathalie Delzen nous a fait l'honneur de faire un petit commentaire sur ce papier, ce qui a permis de bien résumer ce qui se passait donc en fait avec le microbiome de la stéatose et avec notamment notre métabolite, le phénylacétate, qui permet donc d'avoir une réponse là-dessus. Donc nous, ce que l'on continue de faire maintenant, c'est qu'on est en train de développer en fait des inhibiteurs de la production de ce métabolite. Et entre-temps, à Imperial College, on a continué et on a développé une clinique de transfert de flore pour la stéatose hépatique et on a des essais cliniques qui sont en cours. D'autres résultats, bon là on va passer rapidement, d'autres métabolites microbiens, donc maintenant, notamment le crésol, qui était en fait le métabolite le plus associé ici, on va dire, avec le groupe contrôle, permet d'augmenter, on va voir, la tolérance au glucose chez les souris en régime gras. Donc on a des résultats très similaires à ce qu'on avait vu auparavant. Encore une fois, c'est grâce au système de mini-pompe. Ça permet d'augmenter la taille des îlots pancréatiques. Donc bon, faut faire attention là, parce que c'est très tentant de dire qu'il y a une néogénèse des îlots du pancréas. Bon, après, il faut regarder un petit peu plus en détail, mais effectivement, il y a en fait une augmentation, on va dire, de la prolifération cellulaire dans les îlots, et on se rend compte qu'en fait, qu'on a plus de cellules qui sont positives à l'insuline, à la fois dans les souris et ici, là, in vitro. Un autre métabolite microbien, l'hypurate,
Donc, c'est un cométabolite. Donc là, c'est le métabolisme des phénylpropanoïdes qui permet d'obtenir un composé que l'on appelle le benzoate, qui ensuite est absorbé et conjugué à la glycine dans le foie. Donc, l'hypurate était en fait le métabolite le plus associé à la richesse des gènes dans métaïte. Et on se rend bien compte qu'en fait, ici, donc, la voie des phénylpropanoïdes, donc là, on a uniquement montré les modules microbiens qui sont significatifs. Il faut bien s'imaginer toute une voie métabolique qui, du coup, on a un petit peu un entonnoir qui permet d'obtenir, tout converge de la synthèse du benzoate qui est ensuite, comme je vous disais, absorbé et conjugué. On s'est rendu compte que, de manière très intéressante, que l'hypurate était en fait un médiateur au sens statistique, hein, qui permet d'améliorer la résistance à l'insuline chez dans la population métaïte, notamment dans la moitié de la population qui consomme beaucoup d'acides gras saturés. Donc ça, je ne vous apprends sûrement rien en vous disant qu'on a beaucoup d'acides gras saturés quand on mange beaucoup de viande. Et donc du coup, on s'est rendu compte que dans la moitié de la population, on se rendait compte que la corrélation en fait avec l'insulinorésistance entre la richesse de gènes et l'insulinorésistance passe notamment par l'hypurate. On a ensuite montré ça encore une fois chez la souris en mini-pompe en montrant qu'en régime gras, on a bien en fait une amélioration de la tolérance au glucose. Donc maintenant, on a beaucoup de relations de cause à effet, de relations statistiques d'association, de relations de cause à effet d'un point de vue pharmacologique. Mais maintenant, vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que ces métabolites, quelles sont leurs cibles, quels sont leurs mécanismes? Donc là, on s'est intéressé à cette question-là. L'idée, c'est que nous sommes ce que nous mangerons, donc les nutriments sont transformés par le microbiome en tant que métabolites. Certains des activités pharmacologiques vont ensuite activer ou inhiber des cibles de civilisation, ce qui va permettre d'obtenir une modulation des phénotypes chez l'homme. Donc on était un petit peu tombé dans ce raisonnement il y a quelques années avec un collaborateur, Sridhar Mani, à New York, et il s'est rendu compte notamment qu'un autre métabolite microbien, l'indole propionate, est en fait un ligand pour un récepteur nucléaire, le Pregnan X receptor. Donc en fait, c'est un récepteur aux stéroïdes, mais en fait pour des stéroïdes de synthèse. Ben, finalement, pas tellement, parce qu'on s'est rendu compte que l'indole et l'indole propionate, en conjonction, permettent d'avoir en fait, donc ça c'est des études de docking moléculaire, hein, permettent en fait, ils se logent en fait dans le site actif de récepteurs nucléaires, font des petites liaisons, on va dire avec les résidus des acides aminés, et du coup permettent d'avoir une activation du récepteur. On voit bien ici l'agonisme chez la souris et chez l'homme, ce qui permet d'avoir au niveau de l'immunité de la muqueuse une amélioration avec notamment dans ce cas-là une amélioration dans un modèle animal de colite. Donc nous on a un petit peu continué, on a en fait criblé toute une série de métabolites, donc vous voyez là, donc c'est les grands classiques, hein, dans les métabolites microbiens, et on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux en fait avaient des activités au niveau de récepteurs nucléaires, de GPCR et de kinases. Et en fait, les kinases, en fait, ça a été la grande surprise. Donc, on a ce papier là qui est en révision, qui traîne un peu. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de le faire passer. C'est assez compliqué, mais on l'a mis sur du archive, hein. Donc, du coup, on s'est rendu compte que le kinome était une bonne cible pour le microbiome, avec notamment, donc là, c'est la preuve de concept, c'est avec IRAC4, qui est en fait la première kinase dans la voie des toll-like receptors. Donc, on avait 5 hits initialement. Il n'y en a qu'un seul qui a été validé, donc avec une manip de dissociation, puis d'inhibition de l'activité de la kinase. On a fait un petit peu... La TMA, hein, c'est très petit, hein, donc c'est trop petit pour pouvoir faire les docking, mais on a fait des manips de simulation de dynamique moléculaire avec Bobby Glenn à Cambridge, et on s'est rendu compte qu'en fait, la kinase
On a en fait là en rouge l'ATP et les points bleus, c'est une distribution de la TMA, en fait, où la TMA va se localiser sur des temps relativement très courts. Donc on voit bien qu'il y a notamment au niveau du site actif. D'un point de vue pharmaco, encore une fois, on se rend compte que la TMA en bleu permet de réduire l'intolérance au glucose ou d'améliorer la tolérance au glucose. Et ensuite, notamment au niveau de l'endotoxémie métabolique, on se rend compte qu'il y a en fait une normalisation des niveaux circulants des cytokines. Donc voilà, la TMA, on était tombé dessus pendant mon postdoc. On s'est rendu compte, plus de 15 ans après, qu'il y a un mécanisme, une inhibition d'une kinase qui permet du coup de moduler la voie innée de l'immunité innée, ce qui permet d'avoir un bénéfice au niveau de l'homéostasie métabolique. Donc là, finalement, on se rend compte qu'au-delà des études chez l'homme, des études d'association, on a tout un arsenal en fait d'outils à notre disposition pour étudier cette causalité expérimentale, donc notamment les transferts de fluor, les gavages ou les mini-pompes qui permettent en fait de doser des modèles animaux avec un métabolite, de doser également des modèles cellulaires et de passer ensuite sur un criblage des cibles moléculaires. Donc moi, je m'intéresse plus particulièrement au kinome, mais bon, il y a également pas mal de monde qui travaille sur les GPCR et les récepteurs nucléaires. Mais nous, on s'est dit que le kinome, c'est sympa parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui bossait dessus. Donc, l'an dernier, il y avait une très belle revue qui était sortie dans Diabetologia sur les métabolites microbiens dans les maladies métaboliques. Donc voilà, en un seul transparent, il y a un petit peu tous les métabolites sur lesquels nous avons bossé, puis également pas mal d'autres collègues, donc les indoles, les acides biliaires, les acides gras chaîne courte, l'imidazole propionate, qui a été en fait mis sur les cartes par notre ami Frédéric Baquet, et on a également contribué à un deuxième papier, le crésol, la TMA. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous inspirer sur ces derniers transparents. Et bien évidemment, tout ça ne serait pas complet sans remercier les organismes qui ont financé ce travail des deux côtés de la Manche, mais surtout du côté de l'île, donc avec l'ICIT, la région, la métropole, et bien évidemment Présidiable et Égide qui, tout le monde m'a accueilli à bras ouverts, et on va faire en sorte que cela continue comme ça. Voilà, je vous remercie. Donc j'imagine que vous avez quelques questions. Et donc voilà, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est peut-être prendre une ou deux questions maintenant, laisser la parole à M. Bonny, puis ensuite avoir une petite discussion à la fin. Voilà, je vous Eh ben, remercie. merci Marc-Emmanuel, c'est parfait, vous avez fait la transition à ma place. Donc c'est super. Alors, j'ai pas eu de questions dans le chat. Par contre, si quelqu'un en a une ou plusieurs personnes, je vous invite à allumer votre caméra, comme ça je vous passe la parole. Et puis après, vous posez votre question. Et puis sinon on fera la transition vers Christophe Bonny. Bah, est-ce que Christophe peut poser une question avant de faire la transition vers Christophe Bonny? Christophe peut poser une question avant de prendre la main. Tout à fait. Ouais, c'est un magnifique boulot, Marc-Emmanuel. J'ai une question là sur TMA Irak. C'est assez patent, je trouve, que tu as déjà des affinités. J'ai vu 14 nanomolaires. Hein. Je n'aurais pas que ce genre de molécule arrive à fonctionner comme ça. Tu as fait un panel de spécificités, j'en serais pour voir jusqu'à quel point ton TMA agit sur Irak 4, si je me rappelle bien, et sur rien ou peu d'autres choses. Alors, donc on est en train de refaire en fait les KD et les IC50 en ce moment. Hein. Donc les KD, on a utilisé d'autres méthodologies, c'est un petit peu plus élevé. En fait, c'est plus proche de l'IC50, donc moi je préfère. Il y a quand même certains biais dans certaines méthodologies de temps en temps, il faut faire attention. En termes de spécificité, on a testé Irak1 également, donc il n'y a pas d'inhibition d'Irak1 par la TMA. Mais c'est vrai que c'est une relation qui est tout à fait surprenante dans la mesure où, notamment chez l'homme, on se rend compte que la TMA et le TMAO, finalement, il y a un excès chez l'homme, mais c'est malheureusement notamment
chez des patients qui sont en surpoids, qui sont obèses, qui mangent beaucoup de viande. Donc en fait, il y a en fait beaucoup trop de choline qui rentre dans le tractus gastro-intestinal, ça déborde, ça passe dans l'intestin et du coup ça fermente et c'est transformé en TMA, donc au lieu d'être absorbé beaucoup plus haut. Donc en général, c'est associé avec des pathologies cardiométaboliques. Et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, chez la souris, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de l'homme, les souris, notamment les souris mâles, ont une très faible expression de l'enzyme FMO3 qui convertit le TMA en TMAO. Donc la souris est le modèle pour vraiment observer les effets de la TMA. Malheureusement, chez l'homme, comme il y a une forte expression de la FMO3, on voit surtout les effets du TMAO. Donc je pense que les deux, ce sont en fait deux pièces deux aspects complémentaires de la même histoire sur deux mécanismes bien différents. Il s'avère que le métabolisme du TMAO est tel que du coup on voit les effets pharmacologiques du TMAO chez l'homme. Chez la souris, on arrive à avoir des concentrations de TMA assez élevées pour justement activer, inhiber IRAK4. Mais c'est vrai que chez l'homme, c'est très difficile d'avoir ces concentrations-là de TMA. Donc en fait, c'est une activation que l'on ne voit en conditions pathophysiologiques, on ne les voit pas, très clairement. D'accord. Donc on a raison, Stan Hazen a raison aussi, mais on s'intéresse à vraiment deux bouts différents de la lorgnette. Merci. Merci beaucoup. Alors, s'il y a une autre question, je vous invite à allumer votre caméra maintenant. Je vous laisse quelques secondes et puis sinon, je vais passer la main à Christophe. Comme ça, Christophe va pouvoir préparer sa présentation. Hop. Et on pourra enchaîner. Christophe, normalement, vous avez la main. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ça y est, c'est en train d'arriver. Voilà, on est en plein écran, c'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Que je remets peut-être ma caméra si je la trouve. Une demi-seconde. Voilà, bon. Je crois que je suis prêt à y aller. Vous devez voir mon écran. Une seconde, voilà. Donc moi je suis Christophe Benny, je suis le responsable scientifique CSO à Enterome. Juste entre vous et moi, je trouve scientifique est toujours un petit peu pompeux dans les startups. Je suis pas sûr que notre rôle soit de faire de la bonne science comme Marc-Emmanuel vient de le faire ou d'autres. Notre rôle est plutôt d'utiliser de la bonne science pour la traduire réellement en des essais cliniques et puis et avancer comme ça. Donc, mes quelques slides que je vais présenter là maintenant, c'est plutôt vraiment comment est-ce qu'on utilise cette science ou cette bonne science pour identifier des composés qu'on va amener en clinique. Et pour vous prouver, vous indiquer qu'effectivement, on peut amener des composés du microbiote en clinique. Cette première slide, c'est le pipeline actuel d'Enterome. Donc, chacun des composés que l'on a ici, 2401, 63, 4010, AB1010, Sibumfimloc, sont des molécules qui sont produites par le microbiote et que l'on a utilisées comme agent thérapeutique. Alors, les trois premiers, 2401, 2463 et 4010, en fait, c'est trois mélanges d'antigènes du microbiote que l'on utilise comme vaccin thérapeutique contre des tumeurs. 2401, c'est un vaccin qui est dirigé contre le glioblastome, également contre les tumeurs des adrénales. Il y a 2463 contre les tumeurs de type B-cell malignancies et puis 4010 qui sera vraisemblablement pour les tumeurs colorectales. Et l'idée là derrière, je ne vais pas aller trop dans les détails aujourd'hui sur cet aspect-là du pipeline que l'on a, mais l'idée là derrière, c'est que vu la diversité génétique que Marc a mentionné avant, à 20-25 000 gènes chez nous versus 10 à 20 millions de protéines dans le microbiote, en fait, chaque fois qu'on a un antigène humain, type MHC1, type peptide de 9 acides aminés, etc., si cet antigène est généralement unique au protéome humain,
il y a toujours dans le microbiote humain un individu qui a un antigène quasiment identique qui peut générer la cross-spécificité. Et donc, en fait, on utilise ces antigènes mimiques bactériens d'antigènes humains pour tenter de moduler dans un sens ou dans l'autre des réponses immunitaires. Et donc, comme vous le voyez, ce programme avance très bien. On a 3 essais cliniques en cours de phase 2 aujourd'hui. Je ne vais pas trop aller dans les détails. Je vous montrerai juste une petite dia à la fin montrant qu'on arrive à générer des réponses immunitaires extrêmement importantes. Elles sont importantes essentiellement parce que comme ces antigènes sont produits par les bactéries, il y a forcément une pré-exposition qui a généré, si on tombe juste, des cellules mémoire, et ça nous permet de cibler en pool de cellules T mémoire intestinale qui, ben forcément, comme c'est des mémoires, va réagir relativement rapidement et vous le verrez plutôt fortement en termes de magnitude de la réponse. Ensuite, dessous, il y a 2 composés qui sont aujourd'hui en fin de phase préclinique ou bien avancés en clinique. Je commencerai par Sibofimloc, qui est un composé que l'on a partenarisé avec Takeda, qui est en phase 2A. Il a passé ses phases cliniques extrêmement facilement haut la main. C'est un composé, en fait, qui est une petite molécule qui agit sur une protéine pro-inflammatoire produite par le microbiote et dont on pense que cette protéine pro-inflammatoire qui s'appelle FIMASH est en grande partie responsable de l'inflammation, ou en tout cas de l'initiation de l'inflammation qu'on peut observer dans les IBD, les Crohn notamment. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis finalement, on a encore un dernier composé, B1010, qui vient d'être nominé candidat clinique. Donc, on est en train de préparer tout le paquet réglementaire pour entrer en phase 1, qui est en fait un composé de type peptidique, à nouveau, produit par le microbiote et qui va induire une sécrétion d'IL-10, donc grossièrement anti-inflammatoire, localement dans l'intestin. Donc l'idée, c'est toujours d'aller dans les IBD avec ce composé-là, plus spécifiquement en colite ulcérative. Donc tout ça pour vous dire, effectivement, ces composés du microbiote, en tout cas entérome, on arrive à les transformer en candidats cliniques. Les phases cliniques, on est en phase 2 pour la plupart de ces composés. On a un pipeline derrière. Ce petit slide pour dire que vous le verrez sur les quelques slides d'après, on a une approche qu'on peut considérer comme très pharma-like, c'est-à-dire qu'on génère d'un côté de l'équation toute une série de librairies de composés du microbiote. Je vous expliquerai après comment on les génère. On les teste contre des bioassays pour des outputs déterminés. On screen comme ça, c'est du medium screening. On a des librairies entre 20 000 et 100 000 composés à peu près en fonction des librairies. Et donc typiquement, c'est exactement ce que les pharma ont. Ils ont des librairies de composés qui sont des librairies de composés plus importantes que les nôtres. Ils screenent contre des bioassays et puis après, ils avancent avant. La raison pour laquelle, et vous le verrez, on peut se limiter, nous, à des librairies de composés plus petites que celles que les pharma qui sont dans l'ordre de plusieurs millions, et vous le connaissez très bien, utilisent, c'est qu'en général, les composés des pharma, l'immense majorité des composés librairies sont plutôt inactifs, et puis on essaie d'identifier des composés actifs. Nous, en fait, de par le design de nos librairies, vous le verrez, on sait que tous nos composés, même si on n'en a que 20 000, ils sont tous actifs. Ce que l'on ne sait pas, c'est quelle activité ils auront. Et vous le verrez après. Et donc, tout ça pour dire qu'on a été relativement successful, je dirais, à attirer des avis, des Takeda, des Nestlé, des Pfizer, des BMS, etc., des Johnson & Johnson, à partenariser avec nous. Et je crois vraiment la raison pour laquelle on a eu un certain succès à partenariser avec ces gens-là, en tout cas à les attirer, c'est parce qu'on a des méthodes de travail relativement similaires. La seule différence, c'est que nos librairies sont composées d'éléments qui sont différents des librairies de ces partenaires. Voilà. Là, je suis allé retirer des slides. Notre histoire a vraiment commencé en Terome au niveau Drug Discovery en 2017. Avant, on faisait surtout des biomarqueurs, de la métagénomique, etc. On a fait un tournant fin 2016, début 2017 pour
aller identifier ces composés thérapeutiques. Et j'ai ressorti ce slide de l'époque pour dire qu'à l'époque, déjà, on avait séquencé notre travail en disant on va commencer par agir en local, donc essayer de traiter les inflammations locales de l'intestin, donc Crohn, IBD. Ça paraît logique. Le microbiote est à proximité de l'épithélium intestinal. On sait que les bactéries, bah forcément, c'est toujours plus ou moins associé à des inflammations. Donc, c'est quelque chose qu'on pouvait faire relativement facilement comprendre à nos investisseurs. Les bactéries sécrètent quelque chose qui va générer de l'inflammation en local. On va identifier ce quelque chose et on va essayer de le bloquer. C'est un petit peu le pitch facile. Et puis après, on a eu des partenaires comme BMS qui ont, vous savez, un gros intérêt dans les checkpoint inhibiteurs. Et donc, on est allé avec eux un petit peu plus en immuno-oncologie. Est-ce qu'on peut identifier des composés qui pourraient quelque part potentialiser l'action de leur checkpoint inhibiteur? Et à la fin, on s'était toujours dit, si on passe ces deux étapes ou l'une de ces deux étapes, à la fin, on aimerait aller plus systémique, je dirais, sur les maladies métaboliques, genre diabète, genre obésité, et puis également les food allergies, donc les allergies alimentaires. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller séquentiellement du local ou du loco-régional vers quelque chose de plus systémique à partir des composés du microbiote. Et la façon dont on vendait les choses à l'époque, qui est restée extrêmement d'actualité, c'était de dire essentiellement le système fonctionne avec les bactéries du microbiote qui sont plutôt sur la gauche de ce schéma ici. Vous avez les cellules épithéliales de l'intestin qui sont sur la droite. Entre deux, il y a une couche de mucus qui sépare les bactéries des récepteurs intestinaux. Et donc, si on veut que les bactéries agissent sur nos récepteurs, il faut qu'elles sécrètent des molécules. C'est exactement ce qu'a raconté Marc avant. Et donc, pour identifier ces molécules, on a mis sur la table deux concepts qu'on a appelés métasécrétome et métaépitome, avec l'idée d'essayer d'accélérer les timings entre l'identification d'un hit, sa caractérisation et son application clinique. Il y a une chose que Marc a peut-être peu dit avant, c'est l'importance du know-how et du travail qu'il y a pour caractériser un petit métabolite, identifier sa structure, commencer à l'utiliser, etc. Et donc, nous, on s'est dit, on va essayer de travailler plutôt sur des peptides pour essayer d'accélérer les timelines. Et on ne va pas prendre n'importe quel peptide, on va prendre eh bien forcément des peptides produits et donc sécrétés par les bactéries. Vous verrez après qu'on peut les identifier assez facilement. Et puis dans ces peptides, on va demander à ce que structurellement parlant, ils ressemblent déjà très tôt à des hormones ou des cytokines, avec l'idée qu'on puisse générer des ligands de haute affinité pour des récepteurs donnés. Et donc ça, je vais l'expliquer un tout petit peu après comment on a généré ces librairies de métasécrétomes. Et puis, on a également introduit le concept du métaépitome, qui est en fait la liste dans le microbiote de tous les antigènes bactériens qui ressemblent de manière extrêmement proche à des antigènes humains particuliers. En l'occurrence, on est en immuno-oncologie, à des tumors associated antigènes. Et puis, comment est-ce que l'on peut utiliser ces antigènes bactériens pour réveiller une mémoire immunitaire de cellules T dans l'intestin afin, par cross-réactivité, d'aller générer une réaction contre des antigènes tumoraux. Et donc, juste pour redire la même chose, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on présente les choses. On fait un zoom sur l'interface microbiote à gauche, intestin et cellules intestinales à droite, la couche de mucus entre deux, comme je le racontais avant, des peptides qui sont sécrétés par le microbiote, qui vont traverser le mucus, interagir ou agir sur un récepteur X. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'output, par exemple, la production en bas de IL-10, la production de TNF, la production de GLP, etc. Donc, en gros, on génère des librairies de composés de peptides bactériens à gauche.
On identifie des bioassays à droite qui sont intéressants pour nous, IL10, ILP, etc. Et on passe séquentiellement nos librairies de peptides bactériens pour identifier les composés qui génèrent l'output d'intérêt. Et ensuite, on remonte au récepteur. Vous verrez comment on le fait après. Et derrière tout ça, il y a un concept qui est clé pour nous, c'est de dire que si je prends une cytokine qui doit, je dis ça au hasard, interagir avec le récepteur IL-17, eh bien, il y a de fortes chances que le peptide produit par les bactéries aura quand même des éléments structuraux qui nous feront penser ou ressembleront à IL-17. Donc, c'est tout ce concept de mimicrie fonctionnelle qu'on a mis également sur la table. En gros, on recherche dans le microbiote des hormones ou des cytokines qui ressemblent à des hormones humaines pour les utiliser comme drogue, mais par voie orale. Avec quand même toute une série d'avantages à ce niveau-là. On est dans l'oral, vu que ça provient du microbiote. On part avec une certaine fenêtre de tolérabilité, vu que ces composés proviennent du microbiote. On sait que notre intestin, notre corps peut les accepter. Et puis, on sait également que dans les librairies que l'on a, il y a une bonne chance de trouver ce que l'on recherche parce qu'effectivement, on sait que le microbiote est capable d'agir sur les cellules du système immunitaire de l'intestin pour produire de l'IL-10, pour agir sur les cellules entérocrines, pour générer du GLP, etc. Donc, on part quand même, avec ce type de librairie, les yeux relativement ouverts par rapport à ce que l'on cherche. Et donc, avant de commencer ce travail d'identification de ces composés, ce qu'on a fait, c'est de séquencer high throughput, donc 50 millions de reads, les selles d'à peu près 8000 patients. On a travaillé les programmes qui nous permettent d'identifier, de reconstruire les protéines et les ORF à partir de ces séquences. Le problème de ces séquences, vous le savez très bien, c'est que ça donne des reads de 100, 130 paires de bases qu'il faut remettre bout à bout pour refaire des protéines. Les programmes classiques sont très bons pour identifier des protéines relativement longues. Quand on s'intéresse à des protéines plus petites, genre 50 acides aminés, 150, qui ressemblent plus à des hormones, les programmes est un petit peu moins bon, donc on a développé nos propres tools. Mais aujourd'hui, essentiellement, on a dans nos computers, dans nos bases de données, des librairies de 20 millions de protéines qui sont toutes full length, extrêmement bien caractérisées, extrêmement bien annotées. Et en fait, c'est cette petite animation ici-là. De ces 20 millions, on tire en fait tous les drug candidates qui nous intéressent. On a les oncomimiques dont je parlais avant, qui sont des mimiques antigéniques bactériens de tumor associated antigènes. On a à peu près identifié 1 millier, dont certains, on pense pouvoir les utiliser en clinique et certains que l'on a utilisés en clinique, comme j'ai démontré avant sur les pipelines. Et puis à droite, ça va être un petit peu le sujet de mon talk maintenant, les endomimiques, qui sont essentiellement des peptides ou des petites protéines entre 50 et 150 acides aminés qui sont structurés avec un certain nombre de cystines, comme de n'importe quelle hormone, comme de n'importe quelle cytokine, qui sont sécrétées par les bactéries. On le sait très rapidement si une protéine est sécrétée, parce que toute protéine sécrétée commence par un peptide leader de 15 à 25 acides aminés qu'on peut facilement identifier. Et donc, on est allé puiser dans ces 20 millions pour identifier aujourd'hui, on n'en a pas 17 000, mais 20 000 protéines qui ressemblent à des cytokines ou des hormones, mais qui proviennent du microbiote. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a simplement resynthétisé une par une ces protéines. Et aujourd'hui, on a une librairie de 20 000 protéines dans nos éprouvettes qui ont des caractéristiques, comme je disais, d'hormones de cytokines parce qu'elles ont une taille conséquente, elles sont sécrétées, et elles ont également une structure qui nous y fait penser. Et puis là, très rapidement, ça c'est plutôt pour nos investisseurs, dire que ces travaux en partenariat, on les a publiés dans NAR et dans Nature Biotech ces 2 dernières années. Donc pour aller un tout petit peu dans les détails des résultats cliniques que l'on a aujourd'hui,
2401, c'était ce mélange d'antigènes bactériens qui miment des antigènes humains exprimés par des tumeurs, dans les tumeurs associés antigènes. Ici, ces trois résultats que je peux montrer, on ne peut pas tellement s'avancer aujourd'hui sur les résultats cliniques. Je peux juste dire qu'ils ont l'air extrêmement intéressants. Mais par contre, les biomarqueurs, eux, on peut les montrer et ils ont vraiment l'air très, très intéressants. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est que on a vacciné des patients avec un glioblastome avec 3 oncomimiques. Les oncomimiques, c'est donc des antigènes bactériens. Ils s'appellent 2316, 2317 et O2316, 17 et 18 sur ces graphes-là. Et chacun de ces antigènes, en fait, oncomimiques, est très similaire à un TAA, qui est en l'occurrence IL13RA2 pour 2316, FOXM1 pour 2317, BIRC5 pour 2318. C'est pas très, très important. Mais l'intérêt, ici, et vous le voyez, c'est que quand on vaccine ces patients avec ces antigènes bactériens, on est capable, relativement tôt, déjà après 4 semaines, de générer des réponses CD8, antigènes spécifiques, qui sont extrêmement élevées. Alors là, pour les puristes, il y a eu 1 semaine d'amplification des CD8 in vitro. On a pris le sang des patients, on les a incubés avec nos oncomimiques, on a regardé l'amplification. Mais de manière comparative, pour ceux qui ont l'habitude de ces chiffres, vous voyez par exemple à gauche ou à droite, il n'est pas rare qu'on ait des taux de 30 à 50% de toutes les CD8 après amplification seulement 1 semaine qui sont antigènes spécifiques. Et en fait, ce que l'on montre également, c'est que ces CD8 ici sont capables de cross-réagir contre les tumeurs associés antigènes. Donc, ce que l'on pense avoir généré ici, c'est non seulement des taux extrêmement élevés de CD8 capables de s'attaquer aux antigènes tumoraux, mais on l'a fait de manière extrêmement robuste. Vous pouvez le voir, là, on a vraiment mis tous les patients que l'on a recrutés aujourd'hui dans ces tableaux. 80 à 90% de tous ces patients réagissent de manière extrêmement forte. Et une autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est que déjà après 4 semaines, on est en train aujourd'hui d'analyser les temps 2 semaines qu'on a dû rajouter dans le protocole. On ne s'attendait pas à des résultats si bons. Mais déjà après 4 semaines, vous voyez que pour la plupart des patients, on a déjà atteint des taux qui sont quasiment maximum, entre 10 et 50%. Ça nous suggère d'avoir des taux aussi élevés après 4 semaines, qu'on a effectivement réveillé une réponse mémoire. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'on a réveillé cette réponse mémoire, qu'on a des taux aussi élevés et aussi puissants. Et donc, le principe là derrière, et je prendrai des questions après si vous le voulez, c'est de dire que les tumeurs associés antigènes étant des antigènes des épitopes self, en principe, il est difficile de générer une bonne réaction contre ces tumeurs associés antigènes. Mais l'idée, c'est qu'il existe, de par les sécrétions du microbiote, une population de cellules CD8T mémoire qui a été générée par des antigènes très proches produits par le microbiote, qui sont relativement silencieux parce qu'ils sont mémoire, mais que l'on peut identifier et que l'on peut réveiller. Et lorsqu'on les réveille, ils vont à la fois réagir contre l'épitope bactérien, mais comme l'épitope bactérien est quasiment identique au TIA humain, il y aura cross-réactivité. Et c'est exactement ce principe que l'on met en avant. C'est un principe qui était relativement bien connu, ou extrêmement bien connu et bien décrit, je dirais, dans toutes les pathologies auto-immunes. On l'a exploité, je dirais, pour adresser les tumeurs. Voilà. Donc ça, c'est les premières données sur ces candidats cliniques que l'on a qui sont en phase 2. On aura les readouts officiels cliniques d'ici le deuxième quarter, donc d'ici l'été de l'année prochaine. Et voilà, on attend. Le deuxième composé que je voulais vous présenter relativement rapidement, peut-être un tout petit peu plus en détail, c'est EB1010. C'est donc un composé qui provient de cette librairie de 20 000 hormones-like, cytokine-like que l'on a produit. Et comme toujours, je commence juste par la fin. C'est un composé qui, à la fin, ressemble à une hormone humaine qui fait 30 acides aminés et qui, quand on le teste sur 3 modèles différents, a l'air de se comporter extrêmement bien. Le premier modèle à gauche, c'est des explants de l'iléon de patients humains.
Et puis, on les incube avec LF82, qui est une bactérie qui, justement, est capable d'induire une forte inflammation sur ces explants. C'est une AIEC pour ceux qui sont dans le domaine et qui produit la fameuse protéine FIMASH, qui est la cible du dernier composé que je vous montrerai plus tard, qui est Sibofimloc. Mais essentiellement, vous voyez, on a mesuré à gauche la résistance transépithéliale, on a les contrôles à gauche en noir, on a la perte de la résistance lorsque on incube ces explants avec du LF82. Et vous le voyez, à 1 micromolaire ou à 10 nanomolaires, notre composé, notre peptide de 30 acides aminés est parfaitement capable de bloquer la perte de la résistance transépithéliale. Le composé marche très bien dans un modèle DSS. De nouveau, les contrôles à gauche, le Disease Activity Index en présence de DSS au centre, et puis la protection que l'on a en bleu par rapport à du pentasa. Et la même chose à droite, dans un modèle TNBS, vous remarquerez que les doses sont vraiment faibles. Là, on est à 40 microgrammes par kilo. Et on est en train de travailler sur des formulations, notamment gastro-résistantes, qui devraient nous permettre de diminuer encore ces doses. Ces doses faibles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans des peptides. Ça restera, j'imagine, plus cher à produire que du butyrate. Donc, il faut que les doses soient faibles pour que commercialement, ce genre de composé puisse être viable. Mais on travaille toujours un petit peu comme ça chez nous. On commence par identifier un hit. On va à la fin, est-ce que ce hit génère des données animales, puis après on reconstruit un petit peu la chaîne pour mieux comprendre. Et donc là, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ce hit a été identifié. Donc effectivement, on a synthétisé 20 000 protéines entre 50 et 150 acides aminés, un certain nombre de cystéines pour leur conférer une rigidité de structure qui est importante pour générer une haute affinité dans le nanomolaire par rapport au ligand. Et à gauche, c'est les données telles qu'elles ressortent du screening. Là, je crois qu'on a eu quelques milliers de composés. Vous voyez tout à droite, on screen toujours sur en tout cas 2 volontaires sains. Ici, c'est des PBMC. On identifie les hits qui ont l'air les plus intéressants. On reproduit les données à droite. Ça a l'air de fonctionner. Ensuite, du composé de 125 acides aminés, on a pu identifier une boucle de 30 acides aminés qui était fonctionnelle. On voit bien sur des monocytes que cette boucle de 30 acides aminés est capable de générer de l'IL10, alors que sur les mêmes monocytes, on n'observe aucune sécrétion ou sursécrétion de IL6 ou de TNF. Donc, on a exactement le profil que l'on espérait au niveau mode of action. Sécrétion d'IL10 par des monocytes en présence du peptide, sécrétion spécifique, pas d'IL6, pas de TNF. Ici, c'est un tout petit peu plus en détail les mêmes données que je vous ai montrées avant sur des résections transépithéliales, donc sur des résections d'iléons, pardon. La résistance transépithéliale à gauche, je vous l'ai montré. Le fait en bas à gauche que l'on arrive à parfaitement préserver l'ultrastructure de ces résections. Et à droite, une donnée montrant que, de nouveau, à 10 nanomolaires, notre composé est capable de complètement bloquer la sécrétion d'IL8 dans ces résections. On sait qu'il y a de l'IL10, mais en plus, ça bloque totalement la sécrétion d'IL10, donc tout ce qui est chémoattractant. On a toute une série de données comme ça qui confirment, tant au niveau TER, qu'au niveau ultrastructure, qu'au niveau pattern, au profil de cytokine pro-inflammatoire versus anti-inflammatoire, on a effectivement un composé qui a l'air anti-inflammatoire de manière puissante. Et tout ça pour montrer que, et c'est intéressant, ça valide un petit peu tout le concept. Cette molécule ou ce peptide de 30 acides aminés qui est produit par les bactéries, eh ben, en fait, c'est un homologue structurel parfait d'une hormone humaine qui est connue en systémique pour générer de l'IL10, etc. Je le floute pour des questions de confidentialité à gauche, mais on voit bien que la protéine bactérienne qui est 3166 ici, eh ben, il y a quelques éléments structuraux qui s'alignent parfaitement avec les hormones humaines et animales en dessous.
Et puis à droite, on a fait une modélisation où on voit à gauche l'hormone humaine se liant sur son récepteur et à droite l'équivalent en docking de l'hormone bactérienne sur le même récepteur. Pour nous, c'était quelque chose d'important parce que ça valide un petit peu tout le blabla que je vous ai fait au départ. On recherche fondamentalement des variants bactériens d'hormones ou de cytokines humaines. L'un des intérêts que l'on a avec ces hormones bactériennes, c'est que, on va pouvoir les utiliser en oral. Maintenant, on est en train de faire en screen, par exemple, pour identifier des sécrétagogues bactériens du GLP et d'autres facteurs. Cette protéine particulièrement, on s'y attendait, mais on a pu le démontrer, a une très très forte résistance aux protéases, ça c'est important dans l'intestin. Une notion qu'il faut avoir, qui est importante pour nous, pour ce concept du métasécrétome et de ces cytokines hormonales, c'est que lorsqu'on arrive dans l'iléon et le côlon, là où il y a le microbiote, enfin, iléon distal et côlon, là où il y a le microbiote, en fait, toutes les enzymes pancréatiques, il n'y en a plus. Ça, il faut le savoir. Chymotrypsine est inactivée, trypsine, c'est la même chose. Donc, en gros, on n'a déjà plus vraiment à se préoccuper de ces protéases-là pour être sûr que nos composés auront une stabilité suffisante. Et puis après, on les incube également dans des milieux reconstitués du microbiote, etc. Bref, on arrive à montrer que ces composés survivent dans l'intestin, en tout cas en temps suffisant pour générer de l'efficacité. Donc ça, aujourd'hui, ce programme-là, c'est un petit peu notre flagship pour dire, voyez, du concept à la clinique, en tout cas à la fin de la préclinique aujourd'hui, on arrive à identifier des composés qui correspondent en tout cas au TPP qu'on s'était fixé au départ. Donc voilà pour ce composé-là. Et puis un dernier mot sur Sibofimloc, qui est cette fois une petite molécule que l'on a partenarisée avec Takeda. Là, l'idée, c'était d'identifier un composé qui peut générer de l'inflammation dans l'intestin. Et je le dis parce que fondamentalement, c'est pas une question si triviale que ça. Comment est-ce que les bactéries, si elles doivent générer de l'inflammation, peuvent générer de l'inflammation dans l'intestin? La raison pour laquelle je dis que ça n'est pas si trivial, c'est que vous savez tous qu'on a à peu près 1 kilo et demi de bactéries dans l'intestin. La moitié de ces bactéries sont des grammes négatifs qui vont produire énormément de LPS. Si notre système intestinal était responsive, pouvait répondre au LPS, on serait dans un stade d'inflammation chronique permanent. Donc en fait, les inducteurs classiques d'inflammation genre LPS sont essentiellement inactifs dans l'intestin. C'était très bien démontré dans la littérature. Et un bon exemple de ça, c'est justement LPS. La raison pour laquelle LPS de base n'est pas capable de générer de l'inflammation dans l'intestin, c'est que si les cellules intestinales et les cellules immunitaires, en particulier, expriment TLR4, qui est la voie de signalisation LPS, en fait, il manque les deux facteurs accessoires, qui sont CD4 et MD2, si je me rappelle bien, qui, eux, sont les vrais agents liant LPS, qui forment un complexe ternaire avec TLR4, et c'est ce complexe ternaire LPS, CD4, TLR4, qui induit l'activation de TLR4. Si les facteurs accessoires sont manquants, simplement, LPS ne peut pas agir. Et c'est là où ça devient intéressant. Ce que l'on a observé, qui était connu, mais qu'on a mieux quantifié, c'est que dans les patients Crohn, il y avait une énorme augmentation de E. coli, qui normalement est une bactérie relativement rare, 0,01%, 0,1% peut-être chez certaines personnes, mais qu'on retrouvait extrêmement régulièrement à des taux au-dessus de 1%. On a eu un patient à 80% de toutes ces bactéries qui étaient soudainement du E. coli. Donc E. coli devient une espèce absolument majeure du microbiote dysbiotique dans Crohn, et ces E. coli sont capables de produire une protéine qui s'appelle FIMASH, et dont on a pu démontrer que FIMASH était un ligand, un activateur direct de TLR4. Donc vous avez compris, notre modèle, c'est que les patients Crohn
ont une surpopulation de E. coli qui se mettent à exprimer du FIMAH et d'autres protéobactéries qui se mettent à exprimer du FIMAH qui active TLR4 et qui génère de l'inflammation. Et c'est exactement ce que ce petit schéma vous montre ici. Et en fait, ce que l'on a fait, c'était d'identifier une petite molécule inhibitrice de l'interaction entre FIMAH et TLR4. Et en fait, on montre que cette molécule qui est bivalente, non seulement est capable de cross-linker deux bactéries exprimant FIMAH et donc de permettre leur élimination plus efficacement, mais également de bloquer l'interaction entre FIMAH et TLR4. Et si vous le voyez en dessous, c'est des données d'un papier qu'on a publié, qui vient de sortir, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, où effectivement, les données que j'ai mis en dessous ici montrent que lorsque l'on prend une bactérie exprimant FIMAH, que l'on l'incube en présence de résection humaine, ces bactéries sont capables de générer une très forte inflammation, que l'on mesure soit par du TNF en bas, soit par une diminution de la résistance transépithéliale, et qu'en présence de ce composé Sibofimloc, on arrive à complètement bloquer l'inflammation induite par ces bactéries. Donc ce composé aujourd'hui qui de nouveau montre un profil de sécurité, de safety extrêmement important, et les raisons pour lesquelles on a une très bonne safety avec ce composé, c'est que d'une part, il est extrêmement spécifique, il est extrêmement spécifique pour une protéine bactérienne qui est FIMAH, il n'y a aucune interaction qu'on a pu détecter sur des récepteurs humains. C'est un composé qui traverse très peu la paroi intestinale, donc on le retrouve très peu en systémique. Et donc tout ça fait qu'il a vraiment un excellent profil de safety. Dans les modèles animaux, on était limité par les doses qu'on pouvait administrer simplement en termes de grammes aux animaux, mais on n'a jamais été limité par une tox qu'on aurait pu voir. Et donc ce profil qui nous a l'air intéressant d'efficacité sur l'initiation en tout cas de l'inflammation et un excellent profil de safety fait que l'on positionne ce composé sur la maintenance parce que il est relativement bon marché à produire. Il peut être pris en pilule une fois par jour ou maximum 2 fois par jour, mais plutôt 1 fois par jour, c'est là où on le positionne aujourd'hui, sur vraiment du très très long terme. Et voilà, d'où la définition de la maintenance de ce composé. Voilà. Et voilà, j'ai toute une série d'autres slides que je pourrais montrer, mais je m'arrêterai là. L'idée, c'était vraiment de montrer, ben voilà, en tout cas, chez Entero, les premiers composés identifiés par notre plateforme sont en train d'entrer en clinique. Les phases 2 sont en cours, donc patientez encore quelques mois d'ici le milieu de l'année prochaine. Et il y a toute une série de ces données qui devraient être intéressantes. J'aimerais juste finir encore par un tout petit hiatus, un tout petit peu philosophique ici, mais pourquoi est-ce que pour nous c'est intéressant d'aller puiser dans le microbiote pour identifier de tels composés? Le pitch que je fais tout le temps, c'est de dire quelque part, c'est un petit peu comme d'aller chercher dans la forêt amazonienne des composés un petit peu exotiques pour identifier quelque chose qui fonctionne. L'intérêt du microbiote, c'est qu'au niveau de diversité, avec 20 millions d'espèces, je pense qu'on doit être comparable parce qu'on doit pouvoir trouver dans la forêt amazonienne. 2, on sait parce qu'on a des études de linkage génétique qui nous disent que ce que produit le microbiote, comme l'a montré Marc-Emmanuel avant, on est capable d'interagir sur l'eau, sur nos pathologies, sur nos réponses aux médicaments. Donc, si on génère les bonnes librairies, en principe, on devrait trouver à l'intérieur ce qui nous intéresse. 3, vu qu'il y a toujours un certain nombre d'humains qui ont été exposés à ces composés, on a déjà une petite fenêtre de tolérabilité. On ne sait jamais une first in man complète que l'on a. Et puis 4, à la fin, ça sera toujours des composés, même peptidiques, que l'on va administrer par voie orale. C'est évident que ces composés peptidiques, comme MBD6 que j'ai montré avant, ils seront formulés dans une capsule gastroprotectrice qui va relâcher le composé au niveau de l'ilion distal et du côlon. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation très didactique, Christophe. Bon, on va faire comme tout à l'heure. Alors, je vous propose, si vous avez des questions, d'allumer votre caméra et puis je vous passerai la parole. En attendant, moi, j'en ai une petite avec ma collègue. On se demande si vous avez une idée de l'impact des oncomimiques sur les bactéries de l'intestin. On a bien compris que vous donniez ces composés par voie orale. Ouais, ouais, Mais voilà, qu'est-ce qui se passe ouais. avec les bactéries qui sont Alors, déjà là, quoi. ouais. Alors, alors, pour les oncomimiques, et j'ai pas été clair, ça c'est vraiment moi, on les donne pas par voie orale, en fait on les donne en vaccination avec un D'accord. adjuvant. Voilà. Et, et voilà. Et donc, en fait, je crois que tout le concept, franchement, il est passionnant, ce concept. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un antigène, on a, en tout cas, une personne de la population a un antigène quasiment identique dans son microbiote. Et en fait, ce que nous, on a identifié, c'est des antigènes humains qui ont un antigène bactérien avec une forte prévalence de la population, plus de 80%. Donc, les 3 antigènes bactériens que l'on injecte à nos patients, on les a tous. Et donc, l'idée, c'est est-ce que ces antigènes bactériens ont pu générer une saleté mémoire de l'intestin qui permettrait quelque part, vu qu'elle était générée par un antigène bactérien, de tourner autour de la délétion thymique. Quand on a une cellule T qui est capable de reconnaître de manière efficace un antigène humain, c'est le premier candidat qui va être délété par le thymus, quelque part. Et donc, dans l'intestin, il y a quelque chose qui est vraiment très, très intéressant, qui avait été extrêmement bien décrit à l'époque, c'est que si vous avez une cellule T avec un TCR de forte affinité pour un antigène self, le thymus va la déléter. Ce qui était décrit dans l'intestin, c'est que si vous avez un antigène faible exposition, mais de haute affinité, il va générer de la mémorisation. Et donc, de temps en temps, la cellule mémoire est générée par un antigène bactérien qui est similaire à un antigène humain, et c'est comme ça qu'on essaie de contourner les choses. Et je crois que c'est pour ça que les données que je vous ai montrées sont vraiment remarquables en termes de magnitude de l'effet que l'on observe, de reproductibilité, etc. Merci pour cet éclaircissement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, de toute façon, le replay, on verra avec Mathias pour le rendre disponible aux membres présidiables. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour terminer, déjà merci à tous d'être venus. Si vous avez des questions qui sont plus soumises à la confidentialité, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, Rasanté ou Club CNSL ou même Présidiable. Normalement, vous avez les adresses mail dans les invitations et on fera les mises en relation. Comme ça, vous pourrez discuter en one-to-one, hors audience publique, je vais dire, même si le public est restreint. Et puis, juste pour vous annoncer, on est en train de travailler le programme d'un événement qui aura lieu sur Medfit, la convention d'affaires de cette fin d'année, qui aura lieu en format digital le 7, 8 et 9 décembre. Donc, voilà, restez, stay tuned, comme on dit. Les annonces arriveront avec le programme très, très prochainement. On est en train de finir de le caler. Et puis, on va pouvoir se dire tous au revoir et puis vous souhaiter un bon appétit et à une prochaine fois. Voilà. Eh bien, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, bravo.